merci de nous rejoindre pour cette troisième table ronde de la journée des Outre-mer aux avant-postes. Je vous propose de prendre un petit peu de hauteur à présent, puisqu'on va parler du secteur de l'aviation avec cette question. Taxe sur les billets d'avion, prix des voyages 2025 s'annonce-t-elle comme une année de grosses turbulences? Attachez vos ceintures et relevez votre tablette. Décollage imminent avec notre prochain invité, Pascal de Izagirre, PDG de Corsair, qu'on peut applaudir, et président de la Fédération nationale. Et à vos côtés, le programmateur de l'événement et directeur du Point, Étienne Gernel. Étienne, c'est à vous. Merci beaucoup d'être là, Pascal, avec nous. C'est un bonheur. Patron de Corsair, mais aussi président de l'AFNAM, qui est en fait, c'est le patron des patrons de l'aérien. En gros, c'est ça. Donc, on peut parler de l'aérien aussi un peu au-delà de votre compagnie à vous. Alors j'ai envie de commencer par une question directe d'actualité, puisqu'évidemment on parle beaucoup de Mayotte. Manuel Valls était à Mayotte tout à l'heure, et évidemment les compagnies aériennes sont essentielles dans ce genre de cas, et vous desservez avec Corsair Mayotte. Et qu'est-ce qui s'est passé alors pour vous? Racontez un peu. Une interruption qui a été complète du trafic entre le 15 décembre et le 1er janvier. Mais ce que nous constatons, c'est que le trafic a très vite redémarré. Alors, il y a certainement une composante d'effet rattrapage, mais par exemple, pour Corsair, sur les mois de janvier et février 2025, on a un trafic sur l'axe entre l'Hexagone et Mayotte qui est à plus 25%, et entre La Réunion et l'île de Mayotte qui est à plus 35%. Et on a une composante très forte de vente de dernière minute. Voilà, donc il y a certainement un effet rattrapage, et c'est le constat une fois de plus que le trafic vers les Outre-mer ou des Outre-mer est très résilient, c'est-à-dire il redémarre rapidement après les crises. Et par exemple, si on prend une autre crise, qui est des émeutes sociales dans les Antilles, qu'est-ce que ça a comme impact sur le trafic? Qu'est-ce que ça a comme conséquence? Est-ce qu'il y a une interaction entre les deux? Alors, bien sûr, il y a un impact quasi immédiat. Il faut voir que la Guadeloupe a mieux résisté que la Martinique. Ça, c'est d'une façon un peu plus générale. La Guadeloupe a un trafic un peu plus robuste que sur la Martinique. Aujourd'hui, le trafic a bien redémarré puisque la Guadeloupe est déjà revenue à son niveau d'avant-crise. Et Fort-de-France est encore en deçà, mais la situation s'améliore. Et par exemple, nous avons d'excellents engagements de vente pour la saison été 2025. L'avantage de ces destinations, c'est que, je disais, elles sont résilientes, elles sont robustes en cas de crise, parce qu'en fait, il y a une composante très diversifiée. Il y a plusieurs segments de clientèle. Alors, il y a une composante affinitaire qui est très, très puissante. On a du trafic affaires, du trafic administratif, du trafic touristique, du trafic étudiant. Donc, voilà, ça leur donne une grande capacité de résilience. Ce qui caractérise les Outre-mer par rapport au territoire métropolitain, c'est que c'est plus difficile de s'y rendre en train. Nous sommes d'accord. Ou alors, on les appelle. C'est vrai pour Londres, mais qui n'est pas officiellement reconnu comme un territoire d'outre-mer. Quelles sont les grosses évolutions du trafic récentes, si on parle de la France, des Outre-mer, et on voit bien qu'il y a une évolution différenciée entre le trafic métropolitain et le trafic avec les Outre-mer? Voilà, si on regarde par exemple l'évolution en 2024, on s'aperçoit que le trafic domestique, tout compris de la France et vers la France, n'est qu'à 80% de son niveau de 2019. Le trafic radial entre Paris et les régions de province est revenu à son niveau de 1984, c'est-à-dire 40 ans en arrière. Et le trafic transversal entre régions est revenu à son trafic, à son niveau de 2016. Alors ça, c'est dû bien sûr à la concurrence du TGV, et ça a été intégré bien sûr par les compagnies aériennes. Il y a la politique des entreprises, il y a une baisse de 60% des allers-retours journée pour les hommes d'affaires qui partaient faire une mission. Il y a bien sûr la visioconférence, le télétravail. Donc ça, c'est quelque chose d'inéluctable. Et alors qu'au global, donc, que 80% du niveau de 2019. Pour l'outre-mer, on est à 100,5. Donc ça illustre bien ce que je disais, ça a une capacité de rebond beaucoup plus forte.
Et où en particulier? Donc vous disiez la Guadeloupe, par exemple, c'est plus robuste que la Martinique. Alors la Guadeloupe, c'est plus robuste. Si on regarde 2024, le trafic outre-mer, ça représente 10 millions de passagers, dont la moitié entre l'Hexagone et les Outre-mer, et on a quand même 3 lignes millionnaires. C'est-à-dire qu'en 2024, une ligne comme Paris-Pointe-à-Pitre, il y a eu 1 500 000 passagers. Paris-Saint-Denis-de-la Réunion, 1 400 000. Fort-de-France, 1 200 000. Donc ce sont vraiment des très grosses lignes pour le trafic français. Et aujourd'hui, est-ce qu'on sait que d'ailleurs la part de déplacement personnel et déplacement de business? Déplacement business, ça reste relativement marginal. C'est le trafic affinitaire. C'est tous nos compatriotes ultramarins qui vivent dans l'Hexagone, qui vivent outre-mer, qui voyagent pour voir leur famille, leurs amis, des raisons de santé, des raisons d'études. C'est la composante la plus forte. Le tourisme, il n'y a pas de tourisme à Mayotte, il y a du tourisme aux Antilles. Il n'y en a pas en Nouvelle-Calédonie. Enfin voilà, donc c'est très très diversifié en fonction des lignes. Il y en a de plus en plus à l'île de la Réunion, qui attire un tourisme de plus en plus organisé vers la découverte, nature, trekking. Oui, donc ils sont de nature très différente en réalité, les trafics dans les Outre-mer. Alors, il y a un sujet énorme dès qu'on parle d'aérien, qui est le sujet de la taxe. Et alors, c'est intéressant parce que c'est des sujets qui sont politiquement explosifs, médiatiquement féroces, où on se souvient, il y a quelques années, ça avait été lancé en Suède, je crois, le Flixcam, c'est le fly shaming, et donc et en France, ça a apparu un peu dans les vols métropolitains. On ira, mais c'était pas bien vu de prendre l'avion. Mais en oubliant, alors là, on revient donc à la question initiale, c'est que c'est difficile d'y aller en train. Est-ce qu'il n'y a pas une forme de déni là-dessus, où on se dit mais non, mais en fait les Outre-mer, on ne va pas y arriver si on taxe comme des malades le prix du billet d'avion? Oui, non, mais c'est très clair. Alors d'abord, ce que je voudrais dire, c'est que sur les 27 pays de l'Union européenne, seulement 7 taxent le secteur aérien, dont la France, bien sûr. Et parmi les 7, c'est la France qui taxe le plus son secteur aérien. Alors que d'autres États reviennent en arrière, comme la Suède, là, par exemple, qui, pour préserver la connectivité et l'attractivité de son pays, a supprimé toutes les taxes sur le secteur aérien. L'Italie et l'Espagne reviennent en arrière aussi. On voit d'ailleurs que dans la croissance espagnole, la composante du tourisme est très très forte. Donc eux, ils ont compris que si on veut préserver l'attractivité du pays comme forte destination touristique, il faut essayer de ne pas renchérir le coût de l'aérien. Et pour donner une illustration, sur un billet domestique, le poids des taxes et des redevances, c'est 40%. Et sur un billet économique vers les Antilles, c'est 20%. C'est 20%. Donc considérable, 20%. Et pourquoi est-ce qu'on aime... Il y a une raison à ça. Est-ce qu'on aime moins l'avion en France qu'ailleurs, ou est-ce qu'on aime plus les taxes qu'ailleurs? Alors je dirais qu'il y a un petit peu les deux. C'est-à-dire qu'on aime beaucoup les taxes. Ça n'aura échappé à personne. Si on regarde le surcoût des taxes qui va être imposé au secteur aérien français en 2025, c'est 1,2 milliard d'euros. Donc c'est absolument gigantesque. Donc tout l'écosystème, la construction aéronautique, les aéroports, tout le monde est vent debout contre cette augmentation de taxes. Donc on aime beaucoup les taxes. Le résultat, d'ailleurs, il faut être extrêmement clair. C'est quoi le résultat? Le secteur aérien français est en déclin continu, régulier depuis 20 ans. C'est-à-dire que le pavillon aérien français a perdu 1 point de part de marché régulièrement chaque année depuis 20 ans. On n'est plus qu'à 37,5% de part du pavillon français. Ce qu'on appelle le pavillon français, c'est les compagnies... Ce sont toutes les compagnies aériennes françaises comparées à toutes les compagnies aériennes étrangères. Le trafic de vers la France, nous n'en assurons, nous, compagnies aériennes françaises, plus que 37,5%. Et à l'intérieur de l'Union européenne, on n'en assure que 27%. Pourquoi ? Parce que l'accumulation, la sédimentation de taxes, de réglementations, etc., handicape notre compétitivité. On est dans un secteur complètement ouvert et concurrentiel, où on le sait bien, dans d'autres zones, il n'y a pas les mêmes contraintes. Donc c'est pour ça que d'ailleurs, quand on regarde les projections de croissance du transport aérien sur les 20 prochaines années, l'Europe a la portion congrue, est en déclin régulier au profit de l'Asie-Pacifique et l'Amérique du Nord, où le gouvernement soutient très fortement son secteur aérien. Oui, ça s'est vu beaucoup pendant le Covid d'ailleurs, mais cela dit en France aussi.
Non, mais durant le Covid, il n'y a rien à dire. L'État français Ouais. a soutenu, je parle d'une façon la plus générale, sur l'accumulation de règlements de taxes. Quand vous êtes en concurrence avec une compagnie étrangère qui ne subit pas le même niveau de taxes, le même niveau de contraintes réglementaires, et ça vaut au niveau national, au niveau européen, puisque nous, évidemment, on a une couche nationale qui se rajoute à une couche européenne. On parle souvent de l'automobile. Qu'est-ce que ça pèse, le transport aérien dans l'économie? Alors, ça pèse 1,8% du PIB, ça pèse 570 000 emplois, dont 96% sont des emplois basés en France, ce qui est quand même très, très important. Les compagnies étrangères, en général, ont des effectifs extrêmement réduits. Ça pèse 35% pour le transport de nos exportations. Ça pèse 40% pour les arrivées de touristes en France. Bon, on pourrait multiplier, ça pèse 12 milliards de recettes, parce qu'il y a une chose qui est très très intéressante, c'est que quand on discute du budget du transport aérien dans le projet de loi de finances, on n'est pas dans la partie dépenses, on est dans la partie recettes, parce qu'on ne coûte rien au budget de l'État, on finance nos propres infrastructures, navigation aérienne, aéroportuaire, on paye la sûreté qui est une prérogative régalienne de l'État, et en revanche il y a 12 milliards de recettes fiscales pour l'État venant du secteur aérien. Voilà, on est dans la partie recettes. Ce qui est intéressant, j'ai découvert une chose. L'Eurostar, vous savez, vous allez entre Paris et Londres, eh bien, c'est l'État qui prend en charge le contrôle des bagages, ce qui n'est pas le cas des compagnies aériennes qui doivent le prendre. 100% de tous les contrôles sûreté sont pris en charge par les compagnies aériennes. Alors, je ne sais pas si le public ici croit aux fantômes, mais là, on va parler d'un fantôme qui revient pour vous hanter, qui s'appelle le fantôme de Jacques Chirac. Alors, racontez-nous en quoi Jacques Chirac revient vous hanter aujourd'hui. Voilà, absolument. Alors, il revient nous hanter parce qu'il a créé une taxe qui était dite taxe Chirac, taxe de solidarité pour financer l'aide au développement. Bien sûr, au fil du temps, elle a été complètement détournée de son ambition originelle. On a financé des tas d'autres choses, dont les infrastructures ferroviaires, dont ne profitent pas bien sûr les territoires d'outre-mer. Et donc, le gouvernement précédent, Michel Barnier, a eu un projet d'augmentation de cette taxe d'1 milliard d'euros, qui était absolument considérable. Bon. Fin du gouvernement Barnier, mais le gouvernement actuel donc remet ça sur le tapis. Alors bon, là pour l'instant, on n'a pas d'informations sur les modalités, mais il y a un projet qui est en discussion aujourd'hui même à la commission mixte paritaire. La CMP qui a commencé à 9h30 ce matin, absolument. En même temps que là, mais ce n'est pas un événement public, donc ça ne sert à rien. Ils sont 7 députés, 7 sénateurs, et c'est eux. Et vous n'avez pas d'infos là, vous n'avez pas reçu de texto, vous n'avez pas de... Alors, je n'ai pas reçu de texto. Nous sommes en contact avec des parlementaires, parce que, heureusement que le Sénat est là pour modérer les ardeurs de certains. Lors des précédentes discussions au gouvernement Barnier, il y a eu un compromis, un point d'équilibre auquel était parvenu le Sénat. Alors, nous sommes opposés à cette taxe, mais bon, on ne se fait pas trop d'illusions non plus. On souhaiterait que ça parte de ce compromis au Sénat qui était plus raisonnable et plus équilibré. Alors, il y a des gens qui parlent de taxes temporaires. On est entre nous. Est-ce que vous avez déjà cru à la notion de taxe temporaire ? Alors, je n'y ai pas cru et j'en ai la confirmation parce que ça fait partie de nos demandes. Alors, je redis malgré tout que nous aurions apprécié une concertation et nous aurions apprécié une étude d'impact parce que nous pensons que lorsqu'il y a un projet de nouvelle taxe, il devrait y avoir systématiquement une étude d'impact. Bon, nous l'avons faite, c'est pour ça qu'on a mesuré l'impact. Ça sera 16 000 suppressions d'emplois, ça sera une réduction par rapport à la tendance naturelle du trafic de 2,75%, etc., etc. Et donc, nous voulions effectivement que cette taxe soit exceptionnelle. Malheureusement, les échos que j'ai me disent qu'elle sera pérenne. Nous aurions voulu aussi que son produit soit fléché vers les investissements pour notre propre décarbonation. Malheureusement, ça ne sera pas le cas parce que nous disons que, quitte à payer les taxes, au moins qu'elles contribuent à financer nos investissements de décarbonation qui vont être gigantesques. Et puis, on aurait voulu un certain délai dans le temps parce que sinon, on n'aura pas le temps de la répercuter par l'augmentation du prix des billets. Et malheureusement, je crains que là aussi, on ne soit pas entendu, puisqu'on parle d'une application la plus rapide possible. Et ça, c'est normal, il n'y a pas de trésorerie dans les caisses de l'État, il n'y a plus d'argent. Moi, je vous conseille quelque chose qui est très intéressant, vous vous abonnez à la newsletter de France Trésor. Et donc, à chaque fois qu'il y a une émission de dette, vous êtes au courant.
Et donc là, lundi matin, j'ai reçu sur mon mail 8 milliards, bam. Et l'État a encore emprunté 8 milliards. Je vous assure, c'est une espèce de cure. C'est fascinant comme truc. C'est qu'on apprend on voit comment ça fonctionne. En fait, toutes les semaines, l'État emprunte des milliards. Non, mais c'est absolument terrifiant. Et donc, en fait, c'est pas rassurant pour vous, tout ça. Mais c'est quoi les conséquences sur les consommateurs, sur les voyageurs? Alors, les conséquences sur les consommateurs, c'est très simple. Hein, attendez, il y a Xavier Gors, là, plus les taxes s'envolent, moins nos avions décollent. C'est excellent, c'est très bien vu. Il faudra féliciter le dessinateur du point. C'est Xavier Gors, et vous savez qu'il dessine des manchots. Enfin, les manchots, comme vous le savez, ça ne vole pas. Absolument. Et donc, l'impact y sera immédiat parce que les marges des compagnies aériennes françaises sont extrêmement faibles, comme chacun sait. Donc, nous n'aurons d'autre choix que de répercuter l'augmentation de cette taxe sur le prix des billets qui vont donc augmenter. Donc, ça va nuire à nos compatriotes ultramarins et ça sera au détriment de la continuité territoriale. Alors oui, justement, ce sujet de continuité territoriale, je trouve ça très intéressant parce que on fait souvent, on parle beaucoup d'archipélisation, ça c'est la grande thèse de Fourquet, mais la réalité c'est qu'il y en a une physique qui existe, les Outre-mer par définition c'est au-delà de la mer, et qui est beaucoup plus importante en réalité que l'archipélisation sociale ou politique ou qu'importe. Et cette notion de continuité territoriale, quand il n'y a pas de continuité territoriale terrestre, on va dire. Et comment est-ce que cette idée-là existe en France? Est-ce qu'elle existe vraiment? Et chez nos camarades européens. D'accord. Alors juste avant, je voudrais ajouter quelque chose à propos de la TSBA. C'est que nos compatriotes ultramarins n'y échapperont pas. Parce que même si les parlementaires votent une exemption, une exonération de l'augmentation de cette taxe pour les Outre-mer, ça n'est pas possible parce que ça n'est pas du ressort de l'État français, ça dépend du ressort de Bruxelles, qui s'y opposait déjà il y a quelques années. Quand un précédent gouvernement avait voulu augmenter cette taxe, demander une exonération, ça a été refusé. Donc malheureusement, il faut être très clair, c'est pour ça que je disais que ça va nuire à la continuité. Oui, mais ça, vous savez, c'est des farces et attrapes qui sont hyper connues dans la procédure budgétaire. C'est de faire voter quelque chose dont on sait que ce sera retoqué après par Bruxelles. Comme ça, on a dit, bah, j'ai fait le geste, et puis on rattrape quand même l'argent quand même. Enfin, vous connaissez ça par cœur. C'est quand même des filouteries de procédures budgétaires qui sont... Les vieux comme moi connaissent ça par cœur. Alors sur la continuité, il existe un dispositif de continuité territoriale en France, mais quand on le compare à d'autres pays, par exemple en Europe, qui ont des régions également dites ultra-périphériques, dans le jargon communautaire, comme l'Espagne, le Portugal et les Pays-Bas, on constate que le montant du dispositif consacré à la continuité territoriale en France est bien inférieur à ce qui se fait dans les autres pays. Par exemple ? Parce que, je donne un exemple, l'Espagne, ils vont jusqu'à une réduction de l'ordre de 75% du prix de base pour leurs compatriotes qui vivent dans des régions ultra-périphériques. Au Portugal, il y a un prix qui est capé et le gouvernement donne une subvention pour compenser la différence entre le prix. Alors nous avons un montant assez faible de continuité. La continuité territoriale, d'abord, c'est réservé sur des conditions de ressources. Dans les autres pays, ce sont pour tous les compatriotes. Et le Portugal, par exemple, ça concerne quoi? Ça concerne Madère Madère, les Açores, ce genre de destination, voilà. Et donc, nous, effectivement, et en plus, une fois tous les 3 ans. Donc ça n'a rien à voir. Et si on compare là, par exemple, ce qui est donné à la Corse, les territoires d'outre-mer, la continuité territoriale pour la Corse, c'est 2 fois supérieur au montant des outre-mer, sachant que la population éligible, c'est 8 fois plus important pour les populations ultramarines. Mais attendez, c'est un truc de fou, ça. Pourquoi? Écoutez, allez demander... Mais qu'est-ce qui justifie ça? Allez demander aux Corses ou aux ultramarins. Et puis à ma connaissance, c'est quand même un peu moins loin de Paris. Absolument. Alors, est-ce que c'est un lobbying qui est plus efficace? Est-ce que... Moi, j'ignorais complètement cette histoire. Ouais. Donc, vous dites, je reprends le chiffre pour être bien sûr, c'est 2 fois moins élevé? 2 fois moins élevé pour une population qui est 8 fois supérieure pour les populations ultramarines. Donc c'est pour ça que je pense qu'une solution, d'ailleurs, pour compenser l'augmentation de la TSBA qui pèsera sur les populations ultramarines, ça pourrait être justement d'augmenter la dotation de la continuité territoriale. Je crois savoir que dans le projet de loi de finances, il y a déjà quelque chose qui se profile dans ce sens. Et alors,
qu'est-ce qu'on peut dire aujourd'hui? Parce que c'est important pour beaucoup de gens quand même, et quand on est ultramarin, encore plus j'imagine, le prix des billets d'avion. Comment ils évoluent, comment ils vont évoluer? Alors, le prix des billets d'avion, déjà, la bonne nouvelle, c'est qu'en 2024, l'augmentation vers l'outre-mer, hein, ou vers l'outre-mer, a été limitée à 1,6% au global. Et pour l'outre-mer, ça a stagné. Alors, il faut savoir que 1,6%, ça c'est tout trafic là confondu. Ça compare une inflation de 2% et ça montre une inflation très très nette par rapport à 2023. Pour quel motif? D'une part, parce qu'il y a il y a une offre beaucoup plus forte et il y a plus d'inquiétude sur la robustesse de la demande, hein, parce qu'évidemment, entre les problèmes géopolitiques, le sujet de la croissance économique française, donc on a vu au dernier trimestre, elle était négative ou stagnante. Les incertitudes politiques, la demande est moins robuste et moins solide. Donc évidemment, on voit le retour à des promotions là, très très fortes. Hein. Moi, je dis par exemple, si je cite l'exemple de Corsair, pour le Black Friday, on a mis les prix à 399 € aller-retour sur les Antilles. Bon, ce qui était extrêmement bas, qu'on n'avait pas vu depuis très longtemps. Et si je regarde les prix au départ des Outre-mer vers l'Hexagone, ils ont augmenté de plus 0,2%. Et au départ de l'Hexagone vers les Outre-mer, ils ont diminué de moins 0,7. Voilà, donc on est arrivé à une stabilisation, ce qui est très bien nommé. Alors maintenant, le meilleur garant, vous savez, là, pour des prix bas, et en tant que patron de Corsair, nous, on sait que c'est un sujet extrêmement sensible pour les populations ultramarines. On sait qu'on est toujours dans le collimateur et des politiques et des citoyens. Bon, on se veut une entreprise citoyenne, hein, c'est pour ça qu'on s'engage aussi, on s'est engagé beaucoup justement auprès de Mayotte, hein, pour aider, pour acheminer des renforts, du matériel, des secours, etc. On est dans le tissu associatif, dans la formation, dans l'éducation, etc. Le gage de bons tarifs, c'est une concurrence forte, une concurrence intense. C'est parce que ça, c'est le gage d'une offre abondante, de tarifs bas et d'une émulation par la qualité de service. Le prix du kérosène, vous le sentez comment? Alors, le prix du kérosène... C'est quand même, c'est quelle part du prix d'un billet d'avion, le kérosène, alors, à peu près? ça pèse 30% du prix des billets d'avion. Au tarif actuel, hein, c'est-à-dire que c'est monté jusqu'à beaucoup plus, c'est monté presque jusqu'à 37 ou 38% lorsque le kérosène était à son maximum, donc c'est 30%. Il faut savoir que nous payons 55% des dépenses d'une compagnie aérienne sont payées en dollars, et là, malheureusement, le dollar s'est beaucoup revalorisé. On a le poids des redevances, donc il ne faut pas croire qu'il n'y a que les compagnies aériennes qui, évidemment, sont responsables de la fixation du prix des billets. Alors, une petite réflexion là quand même, parce que la structure économique dans les territoires ultramarins, c'est aussi un facteur de renchérissement des prix. Hein. On sait qu'il y a beaucoup de structures oligopolistiques, voire monopolistiques. Par exemple, aux Antilles, vous avez un distributeur qui s'appelle la SARA, qui est un distributeur en situation de monopole, pas distribution des carburants, et qui pratique des tarifs très très élevés contre lesquels toutes les compagnies aériennes qui desservent les Antilles s'insurgent. Donc ça, ce sont des problèmes aussi structurels qu'il faut régler. Alors, c'est une vraie question, ça, parce que alors, moi, je suis passionné par les questions de concurrence. Et est-ce que c'est plus difficile d'organiser de la concurrence sur une île? Et la tentation naturelle, j'imagine, c'est de se dire on consolide, on fait en sorte de ne pas avoir de multiplier les infrastructures et les offres, etc. Est-ce que vous sentez ça, mais ça, au-delà même du secteur aérien, sur cette question de la concurrence, qui est un sujet pour les prix, hein, donc pour les consommateurs, est-ce qu'il y a dans les Outre-mer, on a une faiblesse du niveau de concurrence? Oui, c'est évident, parce que comme ce sont des marchés qui sont très petits, vous n'avez pas l'aspect synergie, économie d'échelle, etc. Donc le marché s'est structuré de façon, je dirais, oligopolistique, parce que vous ne pouvez pas avoir une concurrence vive, parce que c'est très difficile de créer des business, c'est très difficile d'atteindre la taille critique. Donc forcément, il y a un problème d'étroitesse du marché. Donc c'est pour ça que peut-être il faudrait envisager les économies de nos Outre-mer avec leur environnement, hein, c'est-à-dire les autres îles alentour, et d'en faire un peu, d'en faire des centres de production, des centres de distribution. Moi, par exemple, je prône la création d'une filière carburant durable, hein, qui est un grand sujet, c'est absolument le levier prioritaire pour la décarbonation du secteur aérien. Il faut absolument qu'aux Outre-mer, on crée des filières de carburant durable et de faire de nos territoires ultramarins les centres de production et de distribution pour toutes leurs zones environnantes, parce que le besoin, il est partagé par l'ensemble des territoires.
Mais parce que c'est intéressant, vous savez, à peu près partout dans le monde ces 2 dernières années, avec l'augmentation des prix de l'énergie, il y a eu beaucoup d'énervement sur les sujets d'inflation. C'est très probablement une des causes des mésaventures de Joe Biden et de Kamala Harris face à Donald Trump. L'inflation aux États-Unis, qui était quand même très importante. En France, c'est un énorme sujet, un peu partout, c'est en Europe, et dans les Outre-mer, c'est évidemment un sujet, la cherté de la vie. C'est très important. L'une des réponses qu'on apporte à ça, il y a plusieurs manières d'apporter des réponses à des crises d'inflation. Soit c'est de dépenser de l'argent public, mais les économistes libéraux de l'école de Chicago vous répondront que ça en rajoute, Milton Friedman, que ça rajoute de l'inflation, ou il y a essayer de créer plus de concurrence, ce qui n'est pas forcément dans la tradition française. Mais est-ce que ça, donc, pour vous, c'est une des réponses à l'inflation et à la cherté de la vie ? Je pense que c'est une des réponses, parce que si je vois le secteur aérien, le facteur clé pour la fixation des prix, c'est le niveau de l'offre et le niveau d'intensité concurrentielle. Tout le monde vous dira ça. Vous allez voir l'autorité de la concurrence, elle vous dira que ça vaut pour le secteur aérien, ça vaut pour tous les marchés. Donc il faut effectivement susciter une émulation, une concurrence plus forte. Il faut supprimer des rigidités, il faut favoriser l'émergence de nouvelles sociétés. Voilà. Favoriser l'émergence de nouvelles sociétés. Mais ça veut dire que vous pensez que les pouvoirs publics devraient prendre secteur par secteur et regarder comment est-ce qu'on ne peut pas trouver un concurrent. En même temps, c'est difficile, vous allez demander ça à des entrepreneurs qui n'ont pas forcément, gagnent pas forcément des milliards, et de leur dire on va vous mettre un concurrent à côté. Nous sommes d'accord, mais c'est pour ça qu'il faut certainement faire en sorte que les niveaux de taxation pour les nouveaux entrants, les nouvelles sociétés soient réduits, de façon à ce qu'on ne les pénalise pas. Mais l'étroitesse du marché, ça restera malheureusement une contrainte extrêmement forte. Alors, est-ce qu'on peut parler un peu, parce que la vie, elle est faite de contradictions, c'est ça qui fait son charme aussi, mais là, on est en train de parler de lutter contre la cherté de la vie et la cherté des billets d'avion, par exemple. Et puis de l'autre côté, il y a le sujet de l'écologie qui est très prégnant, qui est aujourd'hui un peu battu en brèche par l'arrivée de Trump aux États-Unis. On ne sait pas ce que ça va donner. En tout cas, il ne joue pas le jeu, ça c'est sûr. Et donc, il y a la question de la décarbonation. Et vous en pensez quoi d'ailleurs, d'une manière générale, avant de rentrer directement dans votre secteur, mais peut-être que vous allez l'illustrer comme ça. Ce que je trouve absolument passionnant, c'est la réaction des entrepreneurs européens aux décisions de Trump qui veut sortir des accords de Paris et qui dit en gros, nous on joue plus le jeu. Et s'il joue plus le jeu, ça veut dire que la concurrence est faussée. Et nous en Europe, on est un peu tétanisés. On se dit qu'est-ce qu'on fait. En même temps, on sait très bien qu'il faut le faire, la décarbonation, parce que c'est impossible de ne pas le faire, c'est absurde, c'est une question d'intérêt collectif, et en même temps, si on le fait, nous, et que les autres ne le font pas, est-ce qu'on ne va pas se faire massacrer ? Moi, je vous pose la question globalement, comme entrepreneur en général, qu'est-ce que vous pensez que doivent faire les entrepreneurs européens face à Trump qui a décidé de se moquer un peu de nous ? Alors ça, c'est un vaste sujet, c'est-à-dire que ce que nous constatons et ce dont nous nous plaignons, c'est qu'effectivement, en tant qu'entreprise française ou européenne, on nous impose des contraintes que nos concurrents n'ont pas. Donc même si l'objectif est bon, on est tous d'accord, on est complètement engagés dans la voie de la décarbonation, on a identifié tous les leviers pour arriver à cette décarbonation, il est certain que ce genre de problématique, il ne peut qu'être envisagé à l'échelle internationale. Au niveau international, si les autres compagnies aériennes n'ont pas les mêmes contraintes que nous avons des coûts la plus importants et ça nous condamne à un déclin complet. Alors il y a eu le rapport Draghi. Je vois que la Commission a l'air de bouger en matière de simplification, d'allègement des contraintes réglementaires. En tout cas, moi je ne remets pas en cause l'objectif de décarbonation du secteur aérien. Il faut bien sûr le conserver. C'est 2050. En 2050, c'est la neutralité carbone. En revanche, on a besoin d'appui sous forme par exemple d'incitation fiscale à la modernisation des flottes, à l'utilisation des carburants durables. Donc on pense qu'on peut arriver à conjuguer nos objectifs de décarbonation, nos objectifs de compétitivité. Là, par exemple, il faut que le gouvernement continue de favoriser la recherche industrielle pour justement améliorer la performance des moteurs, la performance des avions, favoriser l'émergence de technologies disruptives. Or, aujourd'hui, ça n'est pas le cas. Comment ça n'est pas le cas ? Je vais prendre un seul exemple, les carburants durables.
c'est le premier levier devant la modernisation des flottes, pour parvenir à notre objectif, c'est-à-dire que ça pèse de 60 à 65% de notre trajectoire de décarbonation. Donc nous plaidons pour qu'il y ait une filière française ou une filière européenne de production. Pardon, je traduis, c'est-à-dire que si on arrive à passer au carburant durable à 100%, oui, on aura réalisé 65% de notre trajectoire de décarbonation. L'objectif en 2050, c'est que les compagnies aériennes européennes utilisent 70% de carburant durable. Alors ce qu'il faut que vous sachiez, c'est que dès aujourd'hui, on pourra en utiliser au moins 50% et les moteurs existants. Donc pourquoi on ne va pas plus vite? Parce qu'il n'y a pas la production. Donc il y a un problème de coût. C'est 4 à 5 fois supérieur au prix du kérosène que nous utilisons. C'est quand même un sujet. Comment le produit le carburant durable? Alors à partir de biomasse, aujourd'hui, de déchets agricoles, d'huiles usagées, de ce genre de choses, de bagasse, etc. etc. Et il y a un autre projet qui est de faire des carburants totalement de synthèse par des processus chimiques, mais là, la production est au degré zéro. Donc, je vous donne un seul exemple. En 2025, la production de carburant durable dans le monde pour l'aérien, ça va être 2 millions de tonnes. Ça va représenter 0,7% des besoins de l'aviation. Donc, on demande au gouvernement qu'il mette en place une filière française de production, et ça n'est pas le cas. C'est-à-dire que les moyens sont trop limités. On a une menace d'annulation des crédits de France 2030, où il y a des projets pour favoriser le carburant durable. Voilà, donc ça, c'est un réel sujet. Donc, on a un problème de coût. On demande des mécanismes d'incitation fiscale. Et donc, je voudrais donner un exemple. Les États-Unis, dont on dit qu'ils se fichent de la planète, d'accord ? C'est le premier pays producteur de carburant durable dans le monde, à tel point que le groupe Air France KLM va s'approvisionner aux États-Unis pour garantir leur production. Et pourquoi ? Il n'y a pas de quotas. Eux n'obligent pas leurs compagnies à mettre des quotas croissants, etc. Mais ils ont fait un mécanisme d'incitation fiscale qui réduit le coût. Ce qui fait que le prix du carburant durable, il est 2 fois inférieur aux États-Unis qu'en Europe. Et donc, moi, mon message, il est très clair. C'est un problème de souveraineté nationale. Il faut savoir ce que l'on veut. Après tout, on pourrait dire, les carburants durables, vous allez vous approvisionner à l'étranger. Alors, si on veut donner un levier de pression commerciale supplémentaire à M. Trump, en plus du cognac, des vins et des spiritueux, on lui donnera le carburant durable. Et donc, comme toutes les compagnies françaises et européennes iront s'approvisionner chez lui, le jour où il voudra fermer le robinet, il aura un moyen extrêmement efficace. Toute dernière question, avant de passer aux questions du public. Mais puisqu'on ne peut se rendre dans les Outre-mer qu'en avion, pourquoi ne pas y développer dans les Outre-mer des filières de production de ces carburants durables? Alors, ça, c'est ce que je recommande. Aujourd'hui, malheureusement, ça n'est pas pris en charge. Je disais que, déjà, il n'y a pas de filière française de production. Alors, les Outre-mer, mais je pense que les Outre-mer... Il ne faut pas commencer par les Outre-mer, en fait. Ça pourrait commencer là par les Outre-mer, parce que c'est une filière technologique. Ça sera une filière créatrice d'emplois. On cherche à créer des emplois dans les Outre-mer et faisons de nos Outre-mer, justement, ces pôles de production et de distribution pour toutes leurs zones environnantes, que ce soit dans l'océan Indien, que ce soit dans le Pacifique ou que ce soit dans les Antilles. Merci beaucoup, Pascal Lesguerre. Question du public. Y a-t-il des questions dans le public? Je vois une main qui se dresse par ici. Il y a 2 mains qui se lèvent là-bas. Les hôtesses arrivent avec le micro, monsieur. Bonjour, bienvenue, allez-y, on vous écoute. Bonjour et merci pour le micro. Vous avez dit que la production de biomasse représente 2 millions de tonnes à l'échelle internationale, ce qui représente 0,7% du besoin de l'aviation. Je voudrais savoir quel serait le tonnage pour satisfaire le besoin de l'aviation française. Merci pour votre question. Alors, d'abord, ce qu'il faut savoir, c'est que 0,2%, c'est à mettre en comparaison avec le quota en 2025. On doit incorporer 2% de carburant durable. On montera à 6% en 2030, à 20% en 2035. Donc, si on fait les projections, en tout cas, ce qui est clair, c'est qu'il n'y a pas adéquation entre les unités de production qui existent déjà et nos besoins. Donc, c'est pour ça qu'il faut agir vite, parce que le délai entre le lancement d'un projet et la production, c'est de 5 à 7 ans. Donc, il faut s'y mettre dès aujourd'hui. Voilà. Merci beaucoup. Il y avait une autre question qui était juste là, monsieur. Un petit peu plus bas, tout à fait.
Allez-y, monsieur, on vous écoute. Bonjour, monsieur de Isaguirre. André Bazin, Ultramarin d'Ubud, une association qui milite contre les billets trop chers. Alors, vous avez énoncé un certain nombre de choses qui sont factuellement très justes. Et malheureusement, on a le sentiment que l'histoire de la continuité territoriale, c'est un vrai problème pour ce pays, en fait, la France, qui visiblement, soit elle a honte de ses outre-mer et ne nous considère pas, nous, ultramarins, comme étant des Français à part entière, mais totalement à part, au point où nous sommes un marché captif pour beaucoup de compagnies, beaucoup d'autres compagnies qui interviennent dans d'autres domaines, mais pour le coup, où nous, on est systématiquement rançonnés. Vous avez évoqué effectivement cette continuité territoriale qui n'est pas au bon niveau pour la France et qui nous met malheureusement dans une situation où on n'a pas d'autre choix que de prendre l'avion pour pouvoir se déplacer, pour venir en Hexagone ou pour se soigner, puisque aujourd'hui, la continuité territoriale, ce n'est pas simplement que l'histoire du billet d'avion, c'est toutes les autres problématiques qui ne trouvent pas de solution parce que l'État n'y met pas le compte. Et derrière ça, avec ce qui nous arrive avec le prix des billets d'avion, on a le sentiment, vous allez me dire que ce n'est peut-être qu'un sentiment, et peut-être que vous allez me prendre à part pour m'expliquer un certain nombre de choses, on a le sentiment qu'il y a une forme d'entente entre les quelques compagnies qui interviennent sur nos territoires et qui malheureusement tirent les prix vers le haut, ce qui fait que la plupart des familles ne peuvent pas se déplacer, en sachant que pour nous, ces choses-là sont surtout vécues comme des exils, comme des contraintes, et on n'a pas d'autre choix. Alors, quelle solution ou quels moyens de pression vous allez pouvoir mettre, vous, sur l'État pour pouvoir faire en sorte que ça change et que, vu l'amour que vous avez pour nous, ce soit considéré différemment. Pascal Isaguirre, rapidement, merci. Une interruption pour votre d'une seconde, parce que Xavier Gorce, un manchot, donc incitez-moi, entre parenthèses, et taxez les autres. C'est exactement ma position, Xavier. Je ne sais pas comment tu as deviné, mais c'est exactement mon sentiment profond. Pardon, Pascal. Oui, alors d'abord, je vais vous rassurer sur un point, il n'y a vraiment aucune entente entre les compagnies, la concurrence est la plus féroce. Et ce que je peux vous dire, c'est que si certains de nos concurrents pouvaient voir disparaître Corsair, ils en seraient absolument ravis. Et je me bats contre ça, je peux vous dire, au quotidien. Voilà. Non, je pense qu'effectivement, on est un supporter de l'augmentation de la dotation de continuité. C'est notre intérêt, bien sûr, en tant que transporteur, mais c'est aussi notre intérêt en tant qu'entreprise citoyenne, parce que vous avez de vraies problématiques. Hein. Vous êtes condamné à prendre l'avion. Donc pour vous, je sais que c'est une composante très importante dans le budget de fonctionnement. Et je peux vous dire que chaque fois que j'ai des contacts avec les ministres, j'ai vu Manuel Valls très récemment, il y a 2 jours, j'ai évoqué le sujet. Je pense qu'il est sensible d'ailleurs sur ce point. Et donc, je peux vous dire qu'entre les politiques ultramarins, Corsair, par exemple, moi, on agit dans le même sens parce qu'effectivement, quand on regarde les benchmarks faits par l'Union européenne, on constate que les autres pays investissent beaucoup plus dans la continuité territoriale de leurs régions les plus éloignées. Donc là, je vais vous dire, on va dans le même sens. On va dans le même sens. Merci beaucoup, Pascal de Isaguirre. Merci beaucoup, Étienne. Merci, Étienne. On se retrouve dans quelques minutes pour la suite des Outre-mer aux avant-postes. À tout de suite.